15 octobre 1944, 3h47, île de Peleliu. Le caporal James Mitchell, 23 ans, s'écrase contre un affleurement de corail. Une balle japonaise ricoche sur la pierre, à quelques centimètres de son visage, dans une gerbe d'étincelles. Dans ses mains, la carabine M1 lui paraît dérisoire, presque un jouet. Il a déjà placé 3 balles en plein torse sur le soldat japonais qui surgit de l'entrée d'une grotte à une trentaine de yards. L'homme ne ralentit pas. Mitchell distingue maintenant son expression. Une rage nue, sans filtre. Le sabre levé capte un éclat de lune. 25 yards. Mitchell tire encore. Le projectile de calibre 30 traverse l'épaule de l'assaillant. Il vacille mais continue d'avancer. 20 yards. Le caporal sait ce que tous les Marines du Pacifique ont appris à leurs dépens. Les carabines M1, avec leurs cartouches Tantrastui standard de 110 grains, manquent de puissance d'arrêt. Toucher ne suffit pas. L'ennemi avance tant qu'on ne frappe pas quelque chose d'essentiel, ou jusqu'à ce qu'il vous atteigne avec sa lame. 15 yards désormais. Le doigt de Mitchell presse de nouveau la détente, mais cette fois, quelque chose change. Les cartouches de ce chargeur proviennent d'une caisse d'approvisionnement marquée de pochoirs rouges, illisible dans l'obscurité. On lui a soufflé qu'il s'agissait d'une dotation spéciale. Il tire. L'éclair de bouche n'est pas le même. Plus intense, presque surnaturel, teinté d'un vert étrange. La poitrine du soldat japonais s'embrase comme si le feu jaillissait de l'intérieur. À l'automne 1944, le corps des Marines et l'armée américaine affrontaient dans le Pacifique un problème critique, un problème qui coûtait plus de vies que les balles ennemies. La carabine M1, distribuée à plus de 6,5 millions de soldats américains, échouait dans sa mission première. Neutraliser un adversaire déterminé à courte distance. Les chiffres étaient sans appel. Les rapports de combat de Tarawa, en novembre 1943, recensaient 37 cas distincts où des soldats japonais, touchés à plusieurs reprises par des balles de M1, continuaient à se battre. À Saipan, en juin 1944, les médecins légistes retrouvèrent des corps ennemis portant en moyenne 4,3 blessures infligées par cette arme. Des hommes qui avaient continué à tuer ou blesser des Américains avant de succomber. Les balles blindées de 110 grains, lancées à près de 600 mètres par seconde, traversaient les tissus humains sans provoquer le choc hydrodynamique nécessaire à une incapacitation immédiate. La situation empirait avec l'évolution des tactiques japonaises. À partir de la mi-1944, les commandants nippons abandonnèrent progressivement les charges frontales au profit de réseaux de grottes fortifiées et d'attaques nocturnes par infiltration. Avant ces assauts, certains soldats s'injectaient de la méthamphétamine, le sanryu comme ils l'appelaient. L'alliance de la chimie et du fanatisme rendait l'impact physiologique des blessures par balle presque négligeable à court terme. Pour stopper un assaillant, les forces américaines devaient atteindre le système nerveux central ou provoquer une hémorragie catastrophique. Avec la faible puissance d'arrêt de la M1, cela exigeait une précision parfaite, dans les pires conditions imaginables. Obscurité, combats rapprochés, ennemis courant à pleine vitesse. Entre janvier et août 1944, le service de l'armement des Marines reçut 1047 plaintes officielles concernant l'efficacité de la carabine M1. Ce n'était pas de simples statistiques, c'était des Marines morts. Des infirmiers rapportaient avoir soigné ou constaté des Américains tués par des soldats japonais déjà touchés à plusieurs reprises, mais parvenus à atteindre leurs victimes avant de se vider de leur sang. L'effet psychologique était ravageur. Sur un champ de bataille, la confiance en son arme est vitale. Lorsqu'elle disparaît, le doute s'installe. Et le doute tue. Le service de renseignement technique de l'armée étudia des journaux de combat japonais capturés à Bougainville. Plusieurs passages évoquaient la faiblesse des fusils américains. Un lieutenant japonais écrivait « Leurs petites carabines demandent de nombreux coups. Nous pouvons réduire la distance avant que les blessures ne nous arrêtent. Leur peur de notre lame est notre avantage. » Les solutions classiques échouèrent. Les demandes de fusils garants supplémentaires restèrent à lettre morte. La production ne suivait pas les besoins mondiaux. Le pistolet mitrailleur Thompson était efficace, mais son poids, plus de 10 kg chargés, le rendait peu pratique face aux 30 kg d'équipement que les Marines portaient déjà sous la chaleur tropicale. La carabine M1 à tir sélectif améliora la situation sans résoudre le fond du problème. La munition elle-même manquait de létalité. C'est alors que,
À l'arsenal de Francfort, quelqu'un se souvint des cartouches incendiaires. Depuis 1940, les États-Unis produisaient par millions des munitions incendiaires destinées aux mitrailleuses aériennes, notamment la 30-06 M1 et la M2 pour la Browning d'aviation. Ces projectiles renfermaient une charge conçue pour enflammer les réservoirs de carburant des avions. La balle M1 utilisait un mélange incendiaire IM11 de 9 grains à base de magnésium, capable de brûler à plus de 2400 degrés clés lorsque l'impact écrasait une petite amorce. En juillet 1944, un ingénieur de l'arsenal de Francfort, Theodor Alpern, proposa d'adapter cette technologie aéronautique à la cartouche de carabine 30. L'idée semblait presque évidente, concevoir un projectile plus léger, doté d'un cœur incendiaire qui se déstabiliserait à l'impact tout en enflammant les tissus. Les effets, à la fois psychologiques et physiologiques, promettaient d'être dévastateurs. Le Pentagone donna son feu vert au développement immédiat le 28 juillet 1944. Moins de 3 semaines plus tard, le 15 août, l'arsenal de Francfort sortait déjà 50 000 cartouches expérimentales, baptisées T3 incendiaires. Le 1er septembre, elles entraient officiellement en dotation sous une nouvelle appellation, la cartouche incendiaire M27, calibre 30 carbine. Ces caractéristiques tenaient de la brutalité rationnelle. La M27 utilisait un projectile de 81 grains contre 110 pour la munition standard, ce qui portait la vitesse initiale à environ 760 mètres par seconde. Allégée en biset paste Tarsant à alléger, la balle se mettait à tanguer et à basculer de manière bien plus violente à l'intérieur du corps. Mais l'innovation décisive résidait ailleurs. Un noyau incendiaire de 4,2 grains d'IM11. Lorsque l'enveloppe de cuivre, volontairement fine, se rompait à l'impact, le composé incendiaire entrait en contact avec les fluides organiques et s'embrasait. La température atteinte suffisait à cautériser instantanément, à ravager les tissus et à infliger un choc psychologique profond à quiconque assistait à la scène. Ce qui suivit stupéfia aussi bien les forces américaines que leurs adversaires japonais. Retour au caporal Mitchell, la cartouche incendiaire M27 incarnait une remise en question radicale de la conception des munitions d'armes légères. Là où les projectiles militaires traditionnels privilégiaient la pénétration et une expansion contrôlée, la M27 faisait de la chimie une arme à part entière. Extérieurement, elle restait pourtant identique. Une longueur totale de 42,7 mm, strictement conforme à celle des cartouches standards, afin de garantir un fonctionnement sans modification dans les carabines M1 et M1A1 existantes. C'est à l'intérieur que tout changeait. Le projectile de 81 grains, plus léger de 29 grains que la norme, était recouvert d'une chemise en métal doré d'une finesse extrême à la pointe, conçue pour se rompre au moindre choc sérieux, bien au-delà d'un simple tissu. Logé sous cette enveloppe se trouvait le cœur incendiaire, un cylindre compact d'IM11 d'un peu plus de 3 mm de diamètre et d'environ 7 mm de long. Ce mélange associait du magnésium en poudre, soit 73%, du nitrate de barium, 19%, et un liant spécifique, 8%, dont la composition resta classifiée jusqu'en 1978. À la base du noyau se trouvait une amorce minuscule contenant 0,8 grains de styrphnate de plomb, le même composé que dans les amorces classiques. Le mécanisme d'allumage relevait d'une efficacité aussi élégante qu'effrayante. À l'impact, la chemise se froissait, écrasant l'amorce contre le mélange incendiaire. En moins de 3 centièmes de seconde, une étincelle enflammait le magnésium et le barium. La combustion atteignait alors près de 2400 degrés, une chaleur suffisante pour enflammer la chair humaine, la graisse corporelle, voire la moelle osseuse. Le nitrate de barium libérait l'oxygène nécessaire pour entretenir la réaction, même dans des environnements pauvres, morts en air au cœur des tissus. Mais la température n'était qu'une partie de l'arme. La réaction chimique se produisait dans un espace confiné, à l'intérieur même du canal de la blessure, générant une onde de pression qui détruisait les tissus bien au-delà du trajet physique de la balle. Les examens médico-légaux pratiqués sur les corps ennemis révélèrent des plaies dont le diamètre atteignait 4 à 6 fois celui provoqué par des munitions classiques, accompagnées de brûlures sévères s'étendant sur plusieurs centimètres autour de la cavité permanente. La vitesse accrue, environ 760 mètres, contre 580 pour les cartouches standards, résultait du projectile allégé et d'une charge de poudre légèrement plus énergique.
Cela conférait à la M27 de meilleures performances balistiques jusqu'à 140 mètres, avec une chute d'environ 8 cm à 90 mètres, contre plus de 10 pour la munition ordinaire. La précision s'en trouvait même améliorée. La balle quittait le canon plus rapidement, réduisant le temps d'exposition au mouvement du tireur. Les M27 étaient conditionnés dans des caisses distinctives, des coffres en bois contenant 1000 cartouches réparties en boîtes de 50. Chaque boîte portait un marquage rouge indiquant « Incendiary Carbine, Cal .30 M27 », accompagné d'un avertissement plus discret précisant que la distribution nécessitait l'autorisation directe du commandement du théâtre d'opération. Les projectiles eux-mêmes se reconnaissaient à leur pointe vernie de rouge, signal visuel destiné à éviter toute confusion avec les munitions standards. La production initiale démarra à l'usine Nero 4 de l'arsenal de Francfort, où l'on atteignit rapidement un rythme de 125 000 cartouches par jour à la mi-septembre 1944. Le 1er octobre, l'usine de munitions de Lake City, dans le Missouri, entra à son tour en production, ajoutant 200 000 cartouches quotidiennes. En décembre, la cadence cumulée dépassait les 11 millions de cartouches par mois. Ce rendement avait un coût. Chaque M27 revenait environ 47% plus cher qu'une cartouche standard de carabine Pisarpanchement à Rontin de l'Acran, principalement en raison de l'assemblage manuel du noyau incendiaire. Chaque insertion exigeait un positionnement et une compression d'une précision extrême pour garantir un allumage fiable. Environ 8% de la production était rejetée lors des contrôles qualité, les cartouches défectueuses étant démontées et leurs composants recyclés. Le stockage imposait lui aussi des contraintes strictes. Les spécifications exigeaient un environnement climatisé en dessous de 32 degrés. Au-delà, le mélange IM11 pouvait se dégrader, compromettant la fiabilité de l'ignition. Sous la chaleur étouffante du Pacifique, cela imposait des contraintes sévères. Les munitions M27 devaient être stockées dans des bunkers souterrains ou dans des conteneurs réfrigérés à bord des navires. Conservées dans de bonnes conditions, elles avaient une durée de vie d'environ 5 ans, là où les cartouches classiques pouvaient être entreposées indéfiniment. Les M27 fonctionnaient dans toutes les carabines M1 et M1A1 sans la moindre modification. Mais très vite, les Marines s'apprirent à ne jamais mélanger les types de munitions dans un même chargeur. Les différences de masse entre les projectiles provoquaient des incidents de fonctionnement. Lorsqu'une cartouche M27, plus légère, suivait une munition standard plus lourde, le recul pouvait être insuffisant pour réarmer correctement la culasse. La règle devint simple. Un chargeur de 15 coups devait être rempli soit entièrement de M27, soit uniquement de munitions ordinaires, sans mélange. Le recul, lui aussi, surprenait. Plus vif, plus sec. Pas plus puissant, mais plus rapide. Les tireurs aguerris parlaient d'un recul nerveux. Il fallait adapter légèrement sa prise en main, mais cette impulsion plus brève permettait un retour en batterie plus rapide, accélérant les tirs de suivi. L'effet incendiaire ne se limitait pas aux corps humains. Les Marines découvrirent rapidement que quelques cartouches suffisaient à embraser des dépôts de munitions, des réserves de carburant ou des ouvrages en bois. Une seule balle tirée dans un stock japonais pouvait déclencher des explosions secondaires et anéantir une position défensive entière. La M27 dépassait ainsi le simple rôle antipersonnel pour devenir un outil tactique polyvalent. À 15 yards de là, le caporal Mitchell observe le soldat japonais s'effondrer. Mais il ne s'agit pas seulement d'une chute. L'homme brûle. Des flammes verdâtres et blanchâtres jaillissent de sa poitrine, gagnent la vareuse, la dévorent. Une seconde plus tard, l'odeur frappe Mitchell, tissu calciné et autre chose. Quelque chose de plus lourd, de plus insupportable qui lui serre l'estomac. Le japonais hurle, ce n'est pas le cri de guerre que Mitchell connaît trop bien. C'est un cri de souffrance pure. Le feu atteint son visage, ses mains qui tentent en vain d'étouffer les flammes. Mitchell tire une nouvelle fois, un geste de pitié, plus que de défense. La seconde balle de M27 frappe la tête. Les cris cessent, le feu, lui, continue. 3h49. Mitchell attrape son micro radio. Ici, Charlie 32. Contact neutralisé. Mais, sergent, vous devriez venir voir. 90 secondes plus tard, le sergent-chef Robert Henshaw arrive avec 3 autres Marines. Tous s'arrêtent net devant le corps. 5 minutes après le tir fatal, il brûle encore. L'uniforme a presque entièrement disparu
et les flammes attaquent la chair mise à nu. L'odeur est désormais écrasante. « Bon Dieu, qu'est-ce que tu lui as tiré dessus ?» demande Henshaw. Mitchell éjecte le chargeur et lui montre les cartouches à pointe rouge. « Dotation spéciale. Le sergent du ravitaillement a dit que ça venait du régiment hier. » Henshaw prend le chargeur, examine une balle à la lumière de sa lampe. « Nom de Dieu, ils t'ont donné des incendiaires. C'est pour l'aviation, ça. »« Ça marche, » répond simplement Mitchell. Un autre soldat japonais surgit de l'entrée de la grotte à 40 yards. Henshaw lève sa propre carabine M1 chargée de munitions standard et tire 3 fois. L'homme chancelle mais continue d'avancer. 35 yards. « Donne-moi ça », dit Henshaw en arrachant l'arme des mains de Mitchell. Il tire une seule fois. L'éclair de bouche illumine le corail d'une lueur verdâtre identique à la précédente. Le torse du japonais s'embrase instantanément. Il s'écroule en avant, heurte le sol, toujours en feu. « Sainte Marie, Mère de Dieu », murmure l'un des Marines. À 4h30, la nouvelle s'est répandue dans les lignes de la première division de Marines sur Peleliu. Les balles de feu sont arrivées. À 6h, chaque marine ayant reçu des M27 s'en est déjà servi. Les résultats stupéfient même les vétérans les plus endurcis. Le soldat de première classe Anthony Ducas, 21 ans, originaire de Brooklyn, utilise des M27 pour stopper 3 Japonais lors d'une tentative d'infiltration nocturne. Les 3 prennent feu. Les flammes éclairent suffisamment la zone pour permettre aux autres Marines d'engager des cibles supplémentaires. Ce qui aurait pu être un raid japonais réussi se transforme en carnage. 12 ennemis abattus, aucune perte américaine. Dans son rapport après action, Ducas note que l'effet psychologique sur les survivants est immédiat. Ils se replient au lieu de poursuivre l'attaque. « Première fois que je vois des Japonais reculer alors qu'ils ont l'avantage », écrit-il. La bataille de la colline 100, à Peleliu, le 16 octobre 1944, constitue le premier test à grande échelle. À 5h30, les compagnies K et L du 7e régiment de Marines reçoivent 15 000 cartouches de M27. 2 heures plus tard, elles ont progressé de près de 200 yards à travers des positions japonaises qui résistaient depuis 4 jours aux assauts classiques. Le capitaine William Thornton, commandant la compagnie K, décrit l'attaque dans un rapport tactique déclassifié en 1978. À 7h45, nous avons affronté des réseaux de grottes fortifiées aux champs de tir croisés. Les attaques précédentes, avec munitions standard, s'étaient soldées par 40% de pertes avant repli. Avec les munitions incendiaires M27, la première salve a suffi à obtenir la suppression. Les personnels ennemis ont abandonné leur position dès qu'ils ont observé l'effet incendiaire sur leurs blessés. Nous avons nettoyé 4 complexes de grottes avec seulement 7 pertes au total, 5 blessés et 2 tués, là où les estimations prévoyaient entre 60 et 70 victimes avec des tactiques et des munitions conventionnelles. La réaction japonaise révèle l'ampleur de l'impact psychologique. Parmi les documents capturés à Peleliu figure un ordre de terrain émanant du colonel Kuno Nakagawa, commandant du 2e régiment de la 14e division japonaise. Le message est sans ambiguïté. Les forces américaines emploient une nouvelle arme de feu. Elle provoque de graves brûlures à l'impact. Recommandons l'engagement à distance maximale. Le combat rapproché n'est plus tactiquement viable contre cette arme. Les observateurs des Marines notent un changement de comportement dans les tactiques japonaises moins de 48 heures après les premières utilisations de la M27. Des soldats qui, jusque-là, privilégiaient l'assaut agressif à courte distance, commencent à combattre depuis des positions plus éloignées. Les charges Banzai, déjà en net recul, disparaissent presque totalement dans les secteurs où les munitions incendiaires sont largement employées. Les soldats japonais montrent une hésitation visible lorsqu'ils font face à des Marines réputés en être équipés. Le 18 octobre 1944, le lieutenant Harold Meyers, officier du renseignement au sein du 5e régiment de Marines, interroge un prisonnier japonais. Il s'agit d'un caporal de 28 ans nommé Tishi Yamamoto. Celui-ci décrit la munition américaine comme une arme de feu céleste, car sa combustion lui rappelle les projectiles au phosphore utilisés dans les bombes incendiaires d'aviation. On nous ordonne d'éviter le combat rapproché contre les Marines qui portent cette arme de feu, explique Yamamoto. Mieux vaut mourir d'une balle ordinaire que brûler vif. Ce n'est pas une mort. Honorable. Les implications tactiques dépassent largement le cadre des échanges de tirs individuels. Le 20 octobre 1944,
Un peloton de la compagnie I du 7e régiment de Marines utilise des cartouches M27 pour enflammer un dépôt de carburant japonais sur la colline 120. L'explosion qui s'ensuit détruit également un stock de munitions et déclenche une tempête de feu qui ravage la zone pendant 6 heures. Les forces japonaises évacuent toute la colline. Les Marines s'en emparent sans tirer un seul coup supplémentaire. Au 25 octobre 1944, la première division de Marines a déjà consommé 147 000 cartouches de M27 sur Peleliu. Les pertes ennemies attribuées aux munitions incendiaires s'élèvent à 1340 morts. Un mort confirmé. Du côté américain, les pertes lors des engagements utilisant la M27 sont inférieures de 62% à celles observées dans des actions comparables menées avec des munitions standards. Une différence statistiquement significative suffisante pour infléchir la doctrine tactique. Les rapports médicaux, eux, sont d'une noirceur glaçante. Les infirmiers de la Navy, chargés de soigner des Marines exposés à des ennemis en feu, signalent clos des symptômes évidents de stress psychologique. Plusieurs soldats demandent leur mutation hors des unités utilisant la M27. Dans un rapport, un infirmier écrit « La combustion se poursuit entre 4 et 7 minutes après l'impact. Les ennemis blessés ne meurent pas rapidement. Les sons et les odeurs provoquent une détresse profonde chez les personnels américains contraints d'assister à ces scènes. Le succès de Peleliu entraîne une diffusion immédiate à l'échelle de tout le théâtre d'opération. Le 1er novembre 1944, le commandement du Pacifique Sud-Ouest du général Douglas MacArthur publie l'ordre spécial né 347 autorisant la distribution de munitions M27 à toutes les unités de l'armée et du corps des Marines engagés dans des combats rapprochés. 2 semaines plus tard, des navires de ravitaillement livrent 34 millions de cartouches aux bases avancées du Pacifique. La 6e division de Marines reçoit 2,1 millions de cartouches avant le débarquement d'Okinawa en avril 1945. La 66e division d'infanterie en perçoit 1,8 million pour les opérations aux Philippines. La 32e division d'infanterie reçoit 940 000 cartouches pour la campagne de Nouvelle-Guinée. La priorité va aux unités chargées du nettoyage des grottes et de la défense nocturne, précisément les situations où la puissance d'arrêt de la carabine M1 est la plus critique. Les limites de production freinent cependant la distribution. En décembre 1944, l'arsenal de Francfort et l'usine de Lake City produisent ensemble environ 15 millions de cartouches par mois, alors que les besoins du théâtre Pacifique atteignent 28 millions mensuels. Cette pénurie impose un rationnement strict. Chaque utilisateur de carabine M1 reçoit une dotation mensuelle standard. 45 cartouches M27 et 135 cartouches ordinaires. Les éclaireurs, les hommes de pointe et les personnels d'état-major bénéficient d'allocations prioritaires plus élevées. La logistique devient un casse-tête. L'exigence de stockage climatisé empêche l'accumulation de M27 dans les positions avancées du Pacifique tropical. Des navires réfrigérés, initialement conçus pour le transport de denrées alimentaires, sont convertis en bâtiments de transport de munitions. Les cargos SS Hesperia et SS Antares consacrent des cales entières aux cartouches incendiaires, maintenant une température constante d'environ 24 degrés lors de la traversée de l'équateur. Les données de performance au combat s'accumulent rapidement. Le groupe de recherche opérationnelle de l'armée analyse 247 engagements menés entre novembre 1944 et mars 1945 dans lesquels la M27 est employée. Leurs conclusions, classifiées secret jusqu'en 1978, sont sans équivoque. Nombre moyen de cartouches nécessaires pour neutraliser un ennemi, 1,7 avec la M27 contre 4,3 avec des munitions standards. Ennemi tué pour 1000 cartouches LRH tirées, 340 avec la M27 contre 127 avec des munitions ordinaires. Pertes américaines par engagement 2,1 pour les unités équipées de M27 contre 5,8 pour les autres. Taux de repli tactique ennemi 34% des engagements face à la M27 contre 12% face aux munitions classiques. La valeur de la M27 comme arme de guerre psychologique devient alors impossible à ignorer. Les interceptions radio japonaises révèlent une peur généralisée des balles de feu.
Un message transmis depuis Luçon, intercepté par l'agence de sécurité de l'armée le 14 janvier 1945, en témoigne clairement: les forces éminentes forces américaines emploient une arme brûlante terrifiante. Demandons des directives tactiques immédiates. La réponse, captée le jour même, est sans détour: éviter tout engagement rapproché. Distance minimale recommandée, 200 mètres. L'arme de feu ne brûle pas à longue portée. Cette consigne modifie en profondeur les tactiques défensives japonaises sur l'ensemble du théâtre d'opération. Les unités ennemies commencent à affronter les patrouilles américaines à des distances accrues, ce qui réduit l'efficacité de leurs embuscades traditionnelles à courte portée. Ce changement joue directement en faveur des Américains, dont les atouts résident dans l'artillerie et l'appui aérien. Des combats qui auraient été des boucheries en milieu clos deviennent des affrontements à distance où la puissance de feu américaine fait la différence. L'expérience de la première division de cavalerie aux Philippines illustre parfaitement cette évolution. Lors de la bataille de Manille, du 3 février au 3 mars 1945, les forces japonaises défendant la ville adoptent d'abord une posture agressive axée sur le combat rapproché. Après la première semaine, lorsque les munitions M27 arrivent sur le terrain, les tactiques ennemies évoluent. Les Japonais se replient vers des positions fortifiées et engagent à plus longue distance. Les pertes américaines chutent alors de 47 morts par jour en moyenne à 23. Dans le même temps, les pertes japonaises grimpent de 340 à 520 par jour, les défenseurs s'exposant à des distances où l'artillerie et les mitrailleuses américaines se révèlent dévastatrices. Mais les problèmes posés par la M27 ne se limitent ni à la logistique ni à l'ennemi. Son impact psychologique sur les soldats américains s'aggrave avec le temps. Le 18 décembre 1944, le capitaine James Rodriguez, médecin de bataillon du 2e bataillon du 5e régiment de Marines, remet un rapport médical faisant état de réactions de stress liées à l'usage de munitions incendiaires. 15 Marines de son unité présentent des symptômes inquiétants: cauchemars récurrents, refus catégorique d'utiliser les M27, anxiété aiguë lorsqu'ils reçoivent l'ordre d'engager l'ennemi avec ses cartouches. Les implications morales préoccupent également les aumôniers militaires. Le père John O'Donnell, aumônier catholique de la 3e division de Marines, écrit au chef du service des aumôniers le 22 janvier 1945. Des Marines s'interrogent sur la moralité de l'emploi de munitions provoquant une souffrance extrême. Plusieurs m'ont demandé si leur utilisation constitue un péché. Je n'ai aucune réponse théologique à leur apporter. La question remonte jusqu'au Pentagone. Le 15 février 1945, le bureau du juge-avocat général rend un avis juridique. Les munitions incendiaires M27 ne violent pas les conventions de La Haye interdisant les armes causant des souffrances inutiles. L'effet incendiaire poursuit un objectif militaire légitime, l'incapacitation immédiate de combattants ennemis, et n'a pas pour finalité première de provoquer la souffrance. La propagande ennemie s'empare pourtant de la controverse. Les émissions de Tokyo Rose évoquent des armes de terreur américaines, des balles de feu qui brûlent les soldats japonais vivants. Certaines diffusions vont jusqu'à présenter de faux témoignages de Marines capturés, prétendument rongés par le remords. Grossières, ces manœuvres n'en traduisent pas moins la reconnaissance japonaise de l'impact psychologique de la M27. En mars 1945, 127 millions de cartouches M27 ont déjà été distribuées aux forces américaines du Pacifique. La seule 6e division de Marines en consomme 8,4 millions durant la campagne d'Okinawa. La 96e division d'infanterie en utilise 6,1 millions au cours de la même opération. Bataille après bataille, le schéma se répète. Les munitions M27 réduisent les pertes américaines, accroissent celles de l'ennemi et forcent des ajustements tactiques qui renforcent l'avantage américain en matière d'armes combinées. La clé de l'efficacité dévastatrice de la M27 réside dans la thermochimie et la balistique des blessures. Lorsque la balle frappe un tissu humain, la résistance à l'impact, généralement comprise entre 1000 et 2000 kPa pour un torse, écrase la fine chemise de cuivre. Cet effondrement, qui se produit en une fraction de milliseconde, génère une force suffisante pour comprimer l'amorce contre le noyau incendiaire. Le styrphnate de plomb contenu dans l'amorce détonne aux environs de 230 degrés sous l'effet du choc, produisant l'étincelle initiale. Celle-ci enflamme le mélange magnésium nitrate de barium qui commence à s'oxyder dès 430 degrés
et atteint une température maximale d'environ 2400 degrés en quelques millièmes de seconde. Le magnésium fournit le combustible, brûlant dans sa teinte caractéristique vert blanc, tandis que le nitrate de barium agit comme oxydant, libérant l'oxygène nécessaire pour maintenir la combustion, même dans des tissus pauvres en air ou saturés de fluide. La combustion se poursuit entre 4 et 7 minutes, selon la masse de tissu disponible. La graisse corporelle humaine, essentiellement des lipides, devient alors un carburant secondaire, prolongeant la réaction une fois le magnésium initial consumé. Il s'agit d'un processus auto-entretenu qui ne s'éteint que lorsque le mélange incendiaire est épuisé ou que les tissus sont trop détruits pour continuer à brûler. Des études balistiques menées en 1945 à l'arsenal d'Edgewood, dans le Maryland, documentent précisément ces effets. En tirant des cartouches M27 dans des blocs de gélatine balistique enrichis de tissus animaux, les chercheurs observent des dégâts sans précédent. La cavité permanente de la blessure atteint en moyenne 7 cm de diamètre contre moins de 2 pour les munitions standards, une augmentation de près de 400%. La cavité temporaire, provoquée par le choc hydrostatique et l'expansion thermique, atteint en moyenne près de 35 cm contre environ 12 pour les munitions standards. Mais ces chiffres, à eux seuls, ne disent pas l'essentiel. L'effet déterminant est ailleurs, l'incapacitation immédiate. Les rapports de médecins légistes du théâtre du Pacifique montrent que, dans 94% des cas, les soldats ennemis touchés par une M27 cessent instantanément de combattre. Avec les munitions classiques, ce taux n'est que de 31%. La combinaison de la douleur extrême, du choc physiologique et du traumatisme psychologique lié au fait de s'embraser provoque une perte immédiate de toute capacité de combat, même lorsque la blessure n'est pas immédiatement mortelle. Cependant, l'expérience du terrain révèle rapidement certaines limites. La chemise de cuivre extrêmement fine, indispensable à une ignition fiable, se montre fragile dans des conditions de combat réelles. Des chutes qui n'auraient aucun effet sur des cartouches ordinaires suffisent parfois à déformer les M27, provoquant des incidents d'alimentation. Les Marines prennent l'habitude d'inspecter soigneusement leurs chargeurs avant l'engagement, éliminant toute cartouche présentant la moindre déformation. L'effet incendiaire lui-même échoue dans 6 à 8% des impacts. Les analyses identifient 3 causes principales. La dégradation de l'amorce due à la chaleur, une énergie d'impact insuffisante lorsque la balle frappe sous un angle oblique ou des tissus très mous, et la rupture prématurée de la chemise avant l'impact. Ce dernier cas se produit lorsque le projectile heurte des obstacles intermédiaires, branches, palissades, structures en bois, qui endommagent l'enveloppe sans générer la force nécessaire pour écraser l'amorce. La balle se fragmente alors sans s'enflammer. La pluie pose également des problèmes opérationnels. Bien que le mélange incendiaire soit résistant à l'eau, une exposition prolongée à l'humidité altère l'amorce. Des munitions stockées plus de 30 jours en conditions tropicales voient leur taux d'échec à l'allumage passer de 7 à près de 19%. Les officiers du ravitaillement instaurent donc des rotations strictes, veillant à ce qu'aucune cartouche M27 ne reste en première ligne plus de 3 semaines. Les carabines elles-mêmes subissent une usure accélérée lorsqu'elles tirent exclusivement des M27. La pression en chambre, plus élevée, environ 52 000 PSI contre 40 000 pour les munitions standards, sollicite davantage le piston à gaz et la glissière. Les armuriers constatent que les armes utilisant majoritairement ces cartouches nécessitent le remplacement du piston après environ 3000 coups, contre près de 8000 avec des munitions classiques. L'usure du canon, en revanche, s'avère moins problématique que prévu. La vitesse plus élevée réduit légèrement le temps de passage de la balle dans le tube, limitant l'échauffement par tir et prolongeant même marginalement la durée de vie du canon. En contrepartie, les résidus laissés par le composé incendiaire exigent un entretien plus fréquent. Le mélange IM11 dépose des résidus dans la chambre et l'âme du canon qui, après 2 à 300 coups, peuvent provoquer des défauts d'extraction. Le démontage sommaire et le nettoyage tous les 150 coups deviennent la norme. La sensibilité des munitions au choc soulève aussi des questions de sécurité. Des chutes accidentelles de chargeurs pleins peuvent écraser les amorces et provoquer une ignition hors du canon. 3 incidents de ce type surviennent durant la guerre, tous consécutifs à des chargeurs tombés de plus de 2 mètres sur une surface dure. Les cartouches s'enflamment dans le chargeur, déclenchant une réaction en chaîne qui consume l'ensemble dans les flammes. Aucun blessé n'est à déplorer,
Les projectiles brûlent sans exploser, mais ces événements conduisent à de nouvelles règles de manipulation interdisant le port de chargeurs chargés dans des poches non sécurisées. Les forces japonaises tentent d'élaborer des contre-mesures. Des rapports de renseignement de mars 1945 mentionnent des soldats trempant leurs uniformes dans l'eau avant le combat, espérant empêcher ou limiter l'ignition. La méthode échoue. La réaction incendiaire produit une chaleur suffisante pour vaporiser instantanément l'eau et poursuivre la combustion. D'autres tentatives consistent à porter à l'Aranzapaskolo Mostatil consiste à porter plusieurs couches de vêtements afin d'absorber l'énergie du projectile avant qu'il n'atteigne la chair. L'efficacité diminue légèrement, mais le remède aggrave souvent la situation. Plusieurs couches de tissu en feu intensifient l'incendie au lieu de l'étouffer. Les comparaisons avec d'autres armes incendiaires mettent en lumière la singularité de la M27. La grenade au phosphore blanc M15, surnommée Willy Pete par les troupes, brûle à plus de 2700 degrés mais agit principalement sur les surfaces externes, sans pénétrer profondément les tissus. Les projectiles incendiaires M1 et M2 de calibre .30-06, destinés aux mitrailleuses aériennes, contiennent environ 9 grains de mélange incendiaire, plus du double de la M27. Mais ils sont conçus pour perforer l'aluminium des avions avant d'enflammer le carburant, non pour maximiser les blessures humaines. L'équivalent le plus proche dans l'arsenal japonais est la cartouche incendiaire de 7,7 mètres utilisée dans les mitrailleuses aériennes. Toutefois, les forces japonaises ne l'adaptent jamais aux fusils d'infanterie. Des officiers de l'armement japonais, interrogés après la guerre, expliquent cette décision par des limites industrielles, mais aussi par des objections philosophiques à l'idée de provoquer une souffrance jugée inutile, une position qu'ils maintiennent malgré la brutalité manifeste de leurs propres forces dans d'autres aspects du conflit. La production de la munition M27 s'arrête le 16 août 1945, au lendemain de la capitulation japonaise. Le dernier bilan fait état de 190 433 000 cartouches fabriquées entre septembre 1944 et août 1945. Sur ce total, 164 des 11 000 cartouches sont expédiées vers le théâtre du Pacifique. Environ 99 700 000 sont tirées en combat. Les 74 111 000 restantes deviennent rapidement un problème sensible. Le 1er septembre 1945, le département de la guerre classe officiellement la munition M27 au niveau confidentiel, interdisant toute discussion sur son existence ou ses capacités. Le 15 janvier 1946, la classification est relevée au niveau secret, lorsque le Pentagone prend pleinement conscience des implications politiques et diplomatiques liées à l'usage de munitions incendiaires pour armes légères. Tous les stocks encore disponibles sont alors regroupés sous forte garde à l'usine de munitions de Lake City. Entre septembre 1945 et mars 1946, l'armée détruit environ 62 100 000 cartouches M27 par combustion contrôlée sur des sites de destruction dédiés. Les 12 711 000 restantes sont conservées dans des dépôts classifiés à Lake City et à l'arsenal de Francfort, en vue d'un usage futur éventuel ou de travaux de recherche technique. La guerre de Corée entraîne une brève remise en question. En novembre 1950, des commandants du corps des Marines demandent l'autorisation d'utiliser la M27 contre les forces chinoises pratiquant les attaques en vagues humaines. La requête parvient au Pentagone le 28 novembre 1950. Elle est rejetée le 3 décembre par le secrétaire à la Défense, George Marshall, qui tranche ainsi « Tasson et sans Les implications politiques et morales de l'emploi de munitions incendiaires pour armes légères contre des forces communistes dépassent tout avantage tactique possible. La recherche toutefois se poursuit dans l'ombre. Entre 1952 et 1967, l'arsenal de Francfort mène 34 programmes d'essais distincts visant à développer des munitions incendiaires améliorées. Ces travaux donnent naissance à la cartouche incendiaire X-162 pour le fusil M16 et à la XM-296 pour le M14. Aucune ne sera produite en série, toutes deux rejetées pour les mêmes raisons politiques et morales qui avaient mis fin à l'emploi de la M27. La dernière utilisation officielle connue de la M27 a lieu en 1958, lorsque les forces spéciales de l'armée américaine tirent environ 40 000 cartouches au cours d'opérations classifiées au Laos. Les rapports après action demeurent classifiés à ce jour.
Cet épisode marque la fin définitive de tout usage opérationnel de la munition. En janvier 1959, le stock restant, environ 11 240 000 cartouches, repose dans des bunkers climatisés où il se dégrade lentement. Le processus de déclassification débute en 1978, lorsque la loi sur la liberté de l'information contraint l'armée à rendre publics les dossiers relatifs au développement des munitions de la Seconde Guerre mondiale. Les spécifications techniques et les données de production de la M27 sont alors déclassifiées, mais les rapports d'emploi tactique et les analyses de pertes restent couverts par le secret. La déclassification complète n'intervient qu'en 1988, 43 ans après la fin de la guerre. À cette date, les stocks survivants sont devenus inutilisables et dangereux. Les amorces se sont détériorées, le mélange incendiaire a absorbé l'humidité et perdu sa réactivité, et les charges propulsives se sont décomposées. Entre mars et septembre 1989, l'armée détruit les 8 200 000 dernières cartouches encore stockées. 3 640 000 avaient déjà été éliminées auparavant à la suite d'accidents de stockage ou pour des raisons de sécurité. Lors de démolitions contrôlées au dépôt chimique de Pueblo, dans le Colorado, l'héritage de la M27 influence néanmoins le développement des munitions modernes. La cartouche traçante M196 du fusil M16 intègre des technologies issues des recherches menées sur la M27, bien qu'elle soit conçue pour le marquage des tirs et non pour un usage antipersonnel. La munition polyvalente MK211 mode 0, Rofos pour la mitrailleuse lourde de calibre .50 combine, quant à elle, des effets perforants, explosifs et incendiaires dans un même projectile. Un concept proche de celui de la M27, mais à une échelle bien supérieure et destiné avant tout à des cibles matérielles. Des puissances étrangères étudient également la documentation déclassifiée. L'Union soviétique développe la cartouche traçante incendiaire 7N1 pour le fusil de précision Dragunov, reposant sur des principes similaires. La Chine produit une cartouche incendiaire pour la carabine type 56, copie directe de la technologie de la M27 obtenue par le renseignement. Aucune de ces armes ne connaîtra un emploi opérationnel significatif avant d'être retirée sous la pression internationale. L'armée américaine moderne maintient pour sa part une interdiction stricte de toute munition incendiaire antipersonnelle. La directive du département de la Défense 5T157, publiée en 1974 puis mise à jour en 2011, prohibe explicitement le développement et l'emploi de munitions conçues pour mettre le feu à des êtres humains. Elle invoque à la fois le droit international et des considérations morales, fermant définitivement la porte à tout retour de munitions de type M27 dans les arsenaux américains. Le caporal James Mitchell, lui, survit à Peleliu. Il combat ensuite à Okinawa au sein de la 1re division de Marines où il tire encore 340 cartouches de M27. Il rentre à Seattle en octobre 1945, reçoit une démobilisation honorable en décembre et ne parle jamais publiquement des munitions incendiaires avant 1987. Dans un entretien d'histoire orale accordé à la division historique du corps des Marines, Mitchell, alors âgé de 66 ans, confie « On les appelait les balles du diable. Elles fonctionnaient, elles ont sauvé des vies américaines, mais je vois encore ces hommes brûler quand je ferme les yeux. On n'oublie pas ça. Jamais. Je ne regrette pas qu'on les ait utilisés. Je regrette seulement d'avoir dû le faire. » Theodore Halpern, ingénieur à l'arsenal de Francfort et concepteur de la M27, reçoit en novembre 1945 la Army Commendation Medal pour sa contribution à des programmes de munitions classifiés. La citation ne fait aucune mention des cartouches incendiaires ni de leur emploi au combat. Halpern poursuit sa carrière à l'arsenal de Francfort jusqu'à sa retraite en 1971. Il meurt en 1984 sans jamais évoquer publiquement ce qui fut pourtant son œuvre d'ingénierie la plus marquante. Lorsque son dossier personnel, longtemps classifié, est déclassifié en 1998, on y découvre une lettre datée de 1946 adressée à son supérieur. Il y demande à être affecté à un autre domaine que le développement de munitions. « Je ne peux plus contribuer à la création d'armes conçues pour infliger une telle souffrance quelles que soient les nécessités militaires », écrit-il. Le sergent-chef Robert Henshaw, quant à lui, est tué à Okinawa le 18 mai 1945 par un tireur d'élite japonais. On lui attribue 47 ennemis abattus à l'aide de munitions M27 durant la campagne.
Sa dernière lettre à sa famille, rédigée le 15 mai 1945, contient un passage que ses proches ne comprendront qu'après la déclassification des documents. Nous avons des munitions qui font des choses terribles. Efficaces, mais terribles. Je prie pour que cette guerre se termine avant que nous ne devenions ce que nous combattons. Les 193 000 cartouches M27 produites pendant la guerre représentent autant de décisions prises pour privilégier la survie des soldats américains au prix de la souffrance infligée à l'ennemi. Selon les analyses de comparatif des engagements, ces choix auraient permis d'éviter entre 15 et 20 000 pertes américaines. Ils ont aussi engendré un héritage moral avec lequel le Pentagone a dû composer pendant plus de 40 ans de secrets. Un héritage finalement rejeté pour tout usage futur. Les vétérans ayant utilisé la M27 en parlent rarement, même après la déclassification. Le poids du secret et l'ambiguïté morale ont entretenu une forme de silence collectif jusqu'aux années 1990. Lorsqu'ils s'expriment enfin, leurs témoignages convergent, nécessaires mais obsédants, efficaces mais terribles, justifiés mais impossibles à oublier. La cartouche incendiaire M27 demeure l'une des armes les plus efficaces et les plus controversées de l'histoire militaire américaine. Elle a sauvé des milliers de vies américaines. Elle a infligé des souffrances qui ont marqué jusque dans leur conscience des combattants aguerris. Elle est restée classifiée plus longtemps encore que le projet de la bombe atomique. Surtout, elle nous rappelle que ceux qui ont fait la guerre ont porté des fardeaux que nous ne comprendrons jamais pleinement, des fardeaux qui ne se mesurent pas seulement en cicatrices physiques, mais en complexité morale et en poids psychologique. Ces histoires comptent. L'innovation, le sacrifice et les dilemmes moraux des hommes qui ont servi méritent donc d'être transmis et compris, non enfouis dans des archives déclassifiées et relégués à l'oubli. Souvenez-vous du caporal Mitchell observant ces hommes brûlés tout en sachant que cela sauvait la vie de ses camarades. Souvenez-vous de Theodor Halpern, assez brillant pour concevoir cette arme, mais assez lucide pour en questionner la portée morale. Souvenez-vous de ces 187 millions de cartouches qui ont sauvé des Américains tout en les hantant. Ils ont porté ce poids pour que nous n'ayons pas à le faire. Le minimum que nous puissions faire, c'est nous souvenir.